Il y a des professions qui nécessitent de porter plusieurs casquettes. Et il y a des personnes qui ne peuvent pas se limiter à une seule activité. Kim est cofondatrice de About a Worker, une entreprise qui a pour ambition de remettre les travailleurs et travailleuses au cœur du propos. Kim est donc designeuse, formatrice, meneuse d'atelier, co-chef d'entreprise et co-directrice d'une usine française à petite échelle. Si vous vous demandez où est le rapport avec leur vestiaire, je vous l'accorde, cet épisode va être différent des 9 autres. On va toujours parler de vêtements de travail, mais cette fois-ci de l'autre côté, du côté de celles et ceux qui les pensent, enfin plutôt qui les repensent. Pour contextualiser, moi aussi je porte plusieurs casquettes. En plus de réaliser ce podcast, je suis designeuse textile. Pour mon projet de diplôme des arts déco, j'avais pensé une collection de textiles dédiée aux vêtements de travail des femmes du bâtiment. Ce projet, c'était avant tout une démarche de design, d'aller vers les utilisatrices, d'écouter leurs besoins et de proposer des solutions. Et pendant mon année de diplôme, j'ai découvert About a Worker et le travail de Kim Hu et de Paul Boulanger, son associé. Alors au moment de chercher des personnes à interviewer, je me suis dit pourquoi pas ? À mon micro, Kim nous a raconté les différents projets qu'elle a pu mener avec About a Worker et ceux à venir. Ensemble, on va parler de confort visuel, d'upcycling, de production française et de vêtements de travail. Cet épisode a une autre particularité puisqu'il a été enregistré en public aux Amarres pendant la soirée de lancement du podcast. À la fin de notre discussion, plusieurs questions ont été posées par le public pour approfondir les sujets abordés. Bonne écoute! On nous a répété toute notre vie que les femmes elles peuvent pas faire ça, les femmes elles peuvent pas faire ci. Mais en fait on peut tout faire. Bienvenue dans Leur Vestiaire, le podcast qui met la lumière sur ces femmes aux métiers masculins. Vous ne les voyez peut-être pas sur les chantiers, aux commandes d'un avion ou en patrouille dans la ville. Pourtant, ces femmes qui ont choisi de porter, d'enfiler ces métiers d'hommes, elles sont là. Et elles ont des choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Je suis là, je bougerai pas, donc tenez-vous prêts. Épisode 10, Kim, designeuse et cofondatrice de About a Worker. Mais je vais commencer par te demander de te présenter en me disant ton âge et le métier que tu pratiques. Bonjour Coraline, merci beaucoup de m'inviter aujourd'hui à parler de About a Worker et à être interviewée. Donc, moi, c'est Kim, j'ai 30 ans et ça fait 7 ans et demi que j'ai lancé About a Worker avec mon associé Paul Boulanger. Au départ, c'était un projet de fin de diplôme. J'étais à la Design Academy d'Eindhoven en Hollande et pendant 4 ans, je me suis focalisée sur les problèmes sociaux et environnementaux dans la mode. On était vraiment à une période où on commençait à remettre en question le système actuel, comme vous le connaissez certainement. Et l'objectif, c'était vraiment d'essayer d'imaginer de nouvelles alternatives. Et après plusieurs expériences dans le monde de l'art, du design, de la mode aussi, je me suis rendu compte que le vrai souci, c'était le fait que personne ne s'exprimait convenablement. Quand on parle du monde de la mode, c'est un monde très collaboratif, mais où en fait tout le monde travaille en hiérarchie. Et surtout, c'est un monde très globalisé aussi. On retrouve des usines textiles et des usines de production de vêtements un peu partout dans le monde. C'est vrai que finalement, en tant que marque européenne ou occidentale, on a l'habitude de donner des ordres aux petits mains de l'industrie, mais par contre, on ne leur demande jamais leur avis. Et l'objectif de About a Worker, c'était au départ de demander l'avis aux ouvriers, de leur demander comment ils pourraient repenser l'industrie textile, mais non pas par le langage verbal, mais plutôt par le langage créatif et par les formes, les couleurs et les textures aussi. Ok. Selon toi, est-ce que tu penses que le métier de designer, c'est un métier d'homme ? Pas vraiment. Ça l'était peut-être il y a longtemps. D'ailleurs, si on repense par exemple, je sais pas, à l'école du Bauhaus au tout début du XXe siècle, c'est vrai que finalement, les femmes devaient forcément aller dans le secteur textile et pas du tout suivre des formations, par exemple dans le secteur de la métallurgie ou presque de l'architecture d'intérieur aussi. Donc c'est un métier qui s'est peut-être plus féminisé au XXIe siècle. Après, on se rend compte peut-être que dans les milieux de production, par exemple dans la production textile, c'est un milieu qui est vraiment dominé
par les femmes, c'est-à-dire que la plupart des petites mains sont des femmes. Et il y a 2 mondes parallèles entre le monde de la création et le monde de la production. Et toi, du coup, t'as fait quelle école ? J'ai fait la Design Academy d'Eindhoven. Okay. Donc c'est une école un peu étrange parce qu'on t'apprend pas un savoir-faire manuel, mais on t'apprend vraiment à penser, à réfléchir le design différemment. Et c'est pour ça que j'ai décidé de bouger pendant 4 ans à Eindhoven. Et c'est pas la plus belle ville du monde, on va dire. Mais par contre, c'est vraiment un laboratoire de pensée où tu rencontres des personnes du monde entier qui ont des idées absolument formidables. Et il y avait beaucoup de filles dans ta classe ? Il y avait beaucoup de filles, il y avait beaucoup de trans, il y avait beaucoup de personnes non binaires, il y avait beaucoup d'hommes. C'était très mixte, il y avait beaucoup de belles âmes en fait. Pour en revenir au cœur du sujet, t'es donc la cofondatrice de About a Worker, une entreprise qui a pour but de remettre les ouvriers et ouvrières au cœur du propos. T'as dit que le projet avait commencé avec ton projet de diplôme. C'est à ce moment-là aussi que t'as rencontré Paul et que tout s'est... Alors non, Paul et moi, en fait, on s'est rencontrés à Londres. On était à Kingston University ensemble. Moi, j'étais en année de préparation en design et Paul, lui, il était plus en business management et entrepreneuriat. Et en fait, on s'est liés d'amitié parce qu'on était les seuls Français dans notre secteur, et mais surtout parce qu'on partageait cette même passion pour le design. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que nos parcours après Londres, on est partis chacun de notre côté dans d'autres écoles. Paul est retourné à Rouen dans son école de business, et moi, je suis partie à Eindhoven. Mais on a eu tous les deux des parcours très similaires, c'est-à-dire que lui s'est focalisé plutôt dans le marché de l'art et le marché de la mode, et moi, je me focalisais plus sur la mode aussi. Et on s'est retrouvés via About a Worker. J'avais besoin d'être avec quelqu'un qui puisse m'épauler sur toutes les questions logistique de production, financière, de marketing aussi. C'est vrai qu'en tant que designer seul, c'est très difficile de commencer une carrière pour créer sa propre boîte. Et aujourd'hui, Paul, il est aussi actif que moi. D'ailleurs, il a même appris la couture. Il coupe beaucoup plus que moi et il fait même du patronage chez nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez tout de suite très vite été présent dans mes références et inspirations pour mon projet de diplôme. Et notamment avec votre projet que vous aviez fait avec l'entreprise Martel. Donc, si je résume dans mes souvenirs, c'était une semaine d'atelier avec différents ouvriers et ouvrières pour réfléchir à leur tenue de rêve. C'est exactement ça. Alors, on a été invité par la fondation d'entreprise Martel, qui est la fondation d'art de la maison de cognac Martel. On a été invité par l'ancienne directrice qui s'appelait Nathalie Viau à l'époque et qui nous a invités pour 2 projets. Le premier qui était de réimaginer des chaussons avec l'atelier Charentaise, qui était qui est le dernier atelier de Charentaise où il n'y a plus qu'une quinzaine de personnes qui travaillent dans cet atelier. Et on a essayé de réimaginer avec 5 des artisans des chaussons qui puissent être plus modernes, plus adaptés aussi au confort visuel, on va dire, de la nouvelle génération. Mais aussi, voilà, on a fait un autre projet qui était donc avec les ouvriers de l'usine de mise en bouteille de Martel. Donc c'est eux qui mettent de l'alcool toute la journée dans des bouteilles, quoi. Et la plupart d'entre eux ont 10 ans d'expérience dans cette maison. Et c'était la première fois qu'on leur demandait d'être créatifs au travail. Donc on leur a demandé au départ de repenser leurs vêtements de travail. On leur a donné comme première base des anciens uniformes des années 80 de chez Martel qu'ils ont dû déconstruire et embellir pour les rendre plus pratiques. Et en fait, on s'est rendu compte dès les premières heures de workshop que ce qu'ils voulaient, c'était vraiment plutôt se sentir identifiés dans leurs uniformes. Et donc, l'idée d'identité était très importante. On les a vus, par exemple, mettre leurs initiales, mais aussi découper des bouteilles de cognac sur leurs uniformes, par exemple. Et bien sûr, c'est devenu un projet beaucoup plus artistique. Ça a été des tout premiers prototypes de potentiels vêtements de travail. Aujourd'hui, ils sont exposés à la fondation d'entreprise Martel. Ils ont pas vu le jour comme vrais uniformes, mais au moins, ce sont devenus des œuvres d'art. Et en fait,
C'est vrai que c'est marrant parce que on a fait un projet un peu similaire un petit peu plus tard, qui était une collection avec les ouvriers du centre logistique de la Redoute. Pareil, qui avait près de 30 ans d'histoire chez la Redoute. Même leurs parents étaient ouvriers à l'époque là-bas. Leurs grands-parents aussi, et c'était la première fois qu'ils rentraient, donc ces ouvriers du centre logistique de la Redoute rentraient dans les ateliers de création de la Redoute. Certains ne savaient même pas qu'ils existaient. Et avec les modélistes de l'entreprise, en fait, ils ont imaginé une collection qui puisse être à la fois pratique et élégante. Leur idée, c'était vraiment de rendre leurs vêtements de travail élégants pour qu'ils puissent se sentir aussi confortables que leurs supérieurs. Ouais, parce que là, la démarche de ces ateliers, c'était pas de réfléchir. Enfin, si vous, à la base, c'était de réfléchir à vraiment des formes de praticité. Et en fait, ce qui en est ressorti, c'est vraiment des aspects plus esthétiques, en fait. Oui, exactement. Mais en fait, c'est là où on se rend compte que l'Essessibles a une certaine fonction, c'est-à-dire qu'elle permet de s'exprimer, et c'est ça qui est magnifique avec la mode, c'est que ça permet à tous de pouvoir exprimer certains traits de sa personnalité et de montrer son individualité aussi. Ouais, c'était un peu les mêmes choses qui ressortaient quand j'avais fait mes tout premiers entretiens pour mon diplôme et mon mémoire, où en fait quand je posais la question de est-ce que tu voudrais que ton vêtement soit plus pratique, on me disait oui, mais le orange fluo, j'aime pas le porter. Ok. Et toi, ta tenue idéale, ce serait quoi? Moi, j'aimerais plus de poches, mais j'en ai marre de ressembler à un sac poubelle, ou j'en ai marre de me trouver moche dans le miroir. Et ça, c'était vraiment pas des choses auxquelles je m'attendais, et c'est pour ça que c'est important de faire écouter toutes ces voix-là. Mais du coup, dans la même lignée aussi, vous avez récemment sorti un nouveau projet d'atelier de résidence aussi avec des aides-soignants et aides-soignantes dans une maison de retraite. Là, vous avez fait des bananes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet-là aussi ? Ouais, carrément. Alors ça, c'est un projet un peu différent parce que ça s'est passé dans un cadre très artistique. C'est un metteur en scène et commissaire d'exposition qui s'appelle Mohamed El-Khatib qui nous a invités sur ce projet en EHPAD, aussi pour 2 projets différents. L'un qui était de créer un calendrier de photos de mode avec les résidents de l'EHPAD et les aides-soignantes. Donc on a fait un projet assez glamour, on va dire. Et l'autre projet, c'était de repenser à des accessoires pratiques pour les aides-soignantes, car elles allaient changer d'uniforme et délaisser leurs anciens uniformes. Et donc, on s'est dit, c'est très bien, on va prendre leurs anciennes blouses et avec elles, on va imaginer un accessoire qu'elles puissent porter tous les jours, où elles puissent mettre tous leurs outils de travail et pour leur quotidien. Et aujourd'hui, c'est Banane. Donc oui, on a développé cet atelier en 1 semaine avec les aides-soignantes. Il y a une dizaine d'aides-soignantes qui nous ont aidés à rendre ce projet possible. Elles ont vraiment joué le jeu et puis en fait, elles ont été produites récemment avec leurs anciennes blouses. Donc c'était des blouses avec des couleurs pastel, rose, violette, jaune, enfin plein de couleurs assez fraîches, on va dire. Et aujourd'hui, chacune a son modèle unique parce que toutes ces bananes sont uniques mais ont la même forme aussi. Donc elles ont vraiment pu choisir leur modèle une fois qu'elles ont été produites. Mais du coup maintenant elles peuvent travailler avec. Oui. Parce que justement le domaine du vêtement de travail, c'est quand même aussi un domaine qui est très codé et très normé, beaucoup dans le milieu médical mais aussi dans le bâtiment où on n'appelle pas ça vêtement de travail, on appelle ça équipement de protection individuelle. Donc la fonction première, c'est vraiment de protéger la personne qui la porte. Et donc pour ça, il y a plein de normes, il y a plein de restrictions aussi. Moi, ce qui m'avait marqué, et ce que je savais pas du tout, c'était qu'il y a un nombre maximal de fois où il faut porter son vêtement de travail pour être bien protégé. Sinon, par exemple, dans la soudure, les étincelles, en fait, elles peuvent atteindre plus facilement la peau, des choses comme ça. Mais du coup, là, vous avez un peu déjoué le système. Ouais, alors c'est ça qui est chouette en prenant part à des projets artistiques, c'est que je pense que c'est des projets qui sont au départ existants parce que ils ont cette capacité d'inspirer les autres en les exposant tout simplement. Et qu'ensuite c'est peut-être plus facile justement de faire des petites productions. En tout cas à notre échelle, c'est ce dont on s'est rendu compte. C'est souvent quand on fait un projet artistique, ça amène à une production un petit peu plus tard et
Donc c'est assez chouette. Mais par contre, on n'a jamais travaillé avec des soudeurs ou des workers qui travaillent vraiment des métiers lourds, on va dire. En tout cas, je sais que pour certains domaines, c'est plus facile de créer au moins des petites productions d'uniformes ou de vêtements de travail. Ensuite, je pense que c'est en train de changer aussi. C'est vrai qu'on est en train de se rendre compte que, par exemple, même les matériaux de vêtements de travail sont pas forcément les plus écolos possibles et que c'est mieux d'avoir affaire au moins à l'upcycling et à récupérer ces matières. Donc, je pense qu'il y a des normes qui sont en train de changer petit à petit, mais ça va prendre du temps. Après, nous, on va ouvrir une usine de production bientôt et on pourra enfin les produire en grande quantité. Donc, c'est quand même cool si on réussit à avoir des appels d'offres. Tu nous spoil déjà. Non. J'en étais pas encore là dans mes questions. Moi aussi, ce qui m'avait plu dans votre projet et ce qui m'intéressait dans mon projet de diplôme, c'était ensuite d'aller voir les gens qui fabriquent ces vêtements de travail et ceux qui les choisissent. Parce que pour la plupart des personnes que j'ai interrogées, en fait, c'est pas elles qui décident les vêtements qu'elles portent, ni les tailles qu'elles vont porter, ni si c'est un pantalon pour homme ou un pantalon pour femme. C'est juste, on leur dit, t'as telle morphologie, tu mettras ça, point. Pas de questions, pas de choix, rien. Et justement, moi, c'était dans cette démarche d'atelier, est-ce que tu penses qu'on pourrait pas organiser un atelier où on pourrait travailler avec justement ces personnes qui choisissent, celles qui portent et celles qui fabriquent, pour que tout le monde comprenne les enjeux de tout le monde? Ce serait un truc un peu idéal. Je pense que ça serait idéal et j'espère que ça va se faire de plus en plus. Je pense que c'est avec des démarches comme les nôtres qu'on crée le changement aussi. Encore une fois, il faut juste du temps. Et aussi, je pense que ça vaut le coup de toquer aux portes et de parler de son projet et de montrer que tout est possible. Surtout, je pense que dans ce type d'entreprise, il y a aussi beaucoup plus de programmes RSE. Je sais pas si tu en as entendu parler, mais c'est vrai que c'est des programmes qui permettent justement qui permettent une plus belle cohésion d'équipe au sein d'une entreprise. Et typiquement, repenser des uniformes avec son personnel, ça pourrait rentrer dans ce type d'offre aussi. Oui, après il y a aussi beaucoup de... donc je vous spoil un petit peu. Dans l'épisode 6, je suis allée rencontrer des soudeuses, des souffleuses de verre. Et en fait, elles travaillent dans une région du Nord où il faut faire beaucoup de voitures pour aller dans la grande ville. Et la ville la plus proche qui vend des vêtements de travail, elle a 2 modèles de pantalons pour femmes. Elle a 3 vestes et que même ces modèles-là, c'est pas ce qu'il faut. Mais pourtant, l'entreprise, elle peut acheter que des vêtements qui sont vendus dans ce magasin-là. L'épisode qui est sorti cette semaine, Manon, pour acheter des gants à sa taille, il faudrait qu'elle commande sur un site américain et qu'elle commande 200 paires de gants pour pouvoir avoir des gants à sa taille. C'est ce genre de choses qui sont assez... Voilà. Et ce serait bien de faire fabriquer ces vêtements-là de manière plus proche et de les proposer de manière plus simple. Donc tu l'as dit tout à l'heure, vous travaillez avec beaucoup d'upcycling. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous vendez aussi des vêtements. Est-ce que c'est des vêtements qu'on peut porter au travail ? Alors techniquement, c'est des vêtements qu'on peut porter au travail parce que on travaille avec une entreprise, en tout cas pour notre collection de basiques de travail qu'on peut retrouver sur notre site. On travaille beaucoup avec une entreprise qui s'appelle TDV et qui est spécialisée dans les vêtements, dans les tissus de travail. Et on récupère toutes leurs chutes pour en faire des vestes, des pantalons, même des salopettes à une époque, mais il faut qu'on la retravaille. Donc techniquement, on pourrait. Ensuite, c'est vrai que je pense que pour l'instant, c'est vrai que c'est une ligne de basique qui reste à l'état du prêt-à-porter et non pas du prêt à totalement travailler. Donc c'est pas forcément des vêtements adaptés à tous les métiers non plus, quoi. Mais je pense que quelque chose de très juste que tu disais, c'est justement il faudrait qu'on fasse des vêtements sur mesure pour les ouvriers des entreprises. On le fait bien pour la haute couture, alors pourquoi pas le faire pour les ouvriers aussi, quoi. On a notre ligne de vêtements qu'on appelle Worker aujourd'hui, et donc qui est vendue sur notre site. Mais en fait,
c'est surtout un vestiaire auquel on se sert pour répondre aux besoins d'autres entreprises. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on produit beaucoup de vêtements pour différentes marques, surtout françaises, qui ont besoin de basiques ou qui ont besoin de produits promotionnels aussi pour leur entreprise. Et ce qui est chouette, c'est que souvent on leur demande de nous confier leur chute de tissu pour justement créer de multiples produits avec. Et je pense que l'usine qu'on va créer, c'est aussi une usine d'upcycling, on va dire, parce que on essaie de valoriser un maximum les déchets et pour en faire des produits standards, justement. Ouais. Et déjà, là, à l'heure actuelle, les vêtements qui sont proposés, c'est des vêtements qui sont coupés et assemblés en France. Ouais. On travaille beaucoup dans le nord de la France. On a tout un réseau d'ateliers, d'ouvriers, de couturiers qui sont dans les Hauts-de-France. Et en fait, le dernier atelier avec qui on travaillait vient de fermer. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit mieux vaut qu'on devienne indépendant et qu'on ouvre notre propre chez nous d'un certain côté. Du coup, vous avez rappelé toutes les personnes qui travaillaient là-bas pour ouvrir votre usine à vous? Alors oui, et surtout en fait, c'est vrai que donc notre usine va être basée en plein centre de Roubaix. Et Roubaix, c'est une ville quand même qui est réputée pour le textile et où il y a plein d'ouvriers ou de chômeurs malheureusement aujourd'hui qui sont dans le besoin de retrouver un travail. Et donc là, on commence à une toute petite échelle, c'est-à-dire on commence avec simplement 4 workers, mais l'objectif, ça serait bien sûr de grandir petit à petit. Mais on y va tout doucement. Donc il y a ce gros projet-là, mais est-ce que vous avez d'autres projets Est-ce que vous avez le temps d'avoir d'autres projets en cours? Bien sûr, quand même. Faut être actif. Donc, bien sûr, l'une des grosses parties de Boatworker tourne autour du vêtement, mais il tourne aussi autour de la collaboration créative. Et moi, je veux surtout pas qu'on s'arrête de collaborer avec différentes personnes pour imaginer des projets ensemble. Et donc là, l'un de nos gros projets, ça va être avec les Jeux Olympiques de Paris et la mairie de Paris. On va faire une grande œuvre textile au stade La Doumag avec différentes équipes sportives et pareil avec des tissus upcyclés, mais ça va être une œuvre assez monumentale et c'est la première fois qu'on est appelé pour faire une œuvre permanente qui soit autre que simplement le vêtement. Et donc oui, on continue à travailler et à collaborer de manière créative avec différents types de workers, différents types de personnes. Aussi une grande part de notre activité, c'est aussi des workshops upcycling qu'on organise avec différentes marques, magasins, événements, institutions culturelles aussi, pour sensibiliser un maximum de personnes au réemploi et aussi au savoir-faire manuel. Et ça, c'est quelque chose qu'on continue et qu'on veut faire à grande échelle, et qu'on veut continuer de faire à grande échelle. Je me suis dit que c'était une bonne idée de mêler des questions que je pose à mes autres invités et à toi. Du coup, toi, est-ce que tu peux me décrire ton vestiaire? Comment tu t'habilles pour aller travailler? Toujours un worker. Je rigole. Non, je m'habille de manière confortable, je pense. Enfin, j'essaye. Mais surtout, en fait, moi, je m'habille de manière très colorée. Et avec beaucoup de vêtements de seconde main ou de vieux vêtements que j'ai depuis des années. Mais aussi, ça m'arrive parfois de faire des petites folies, c'est-à-dire 1 à 2 fois par an, où j'essaie de soutenir via mes achats de jeunes créateurs qui ont de belles idées et de beaux systèmes à valoriser. Il y en a beaucoup aujourd'hui, mais qui sont malheureusement trop petits ou qui sont pas assez vus. Et c'est un petit peu dommage. Je pense qu'au lieu d'acheter des vêtements de luxe à tout va, mieux vaudrait justement soutenir la jeune génération de créateurs qui ont des vraies choses à dire aussi. Pour toi, faire ce métier de designeuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne plus forcément faire des fringues qui sont simplement décoratives, mais qui ont du sens. Et je pense que j'ai commencé Boatworker pas simplement parce que je voulais faire des jolis vêtements, mais c'était plutôt par engagement social. Et je crois que c'est ça aussi le rôle d'un designer, c'est pas forcément créer pour créer, mais plus créer pour inspirer les autres à imaginer de nouvelles manières de vivre, en fait, tout simplement. Là, dans la salle, je sais, par connaissance de cause, que y a beaucoup de jeunes diplômés. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir sur ton métier quand tu étais à l'école?
que ça allait être très difficile après l'école et qu'il y a toujours plein de choses à apprendre et l'école de la vie c'est chouette aussi, mais c'est très frustrant parfois. Et en tout cas que par exemple lancer son entreprise ou lancer son studio de design, en fait ça demande c'est très difficile. Et si on se fait pas épauler, si on se fait pas épauler par d'autres personnes qui ont d'autres compétences, moi je trouve que c'est pratiquement impossible de bien vivre en tant que designer. Moi j'ai énormément de chance d'avoir une belle équipe et des gens qui ont des capacités que je n'ai pas et d'être ouverte à ça aussi. Je crois que en tant que designer, on peut pas être parfait du tout. On peut pas tout savoir. On peut pas être à la fois bon manuellement, à la fois bon stylistiquement parlant, à la fois bon avec les chiffres quand ça parle biz, les business et tout ça, et à la fois bon avec la communication aujourd'hui. Donc non, j'ai beaucoup de chance d'avoir une super équipe qu'on a montée petit à petit avec Paul. Et je crois que la meilleure chose que j'ai pu faire après l'école, c'est me dire que j'étais incapable de faire ce projet toute seule. Et comme mot de la fin, est-ce que tu aurais un conseil à donner à une femme qui voudrait devenir designeuse ? Alors à une femme, je sais pas. À tout le monde, oui. Croyez en vos rêves et réalisez-les, parce que même si c'est dur et parfois ça paraît utopique, en fait, on apprend beaucoup de choses et c'est une belle aventure de créer son studio aussi, malgré tout. La première question posée par une personne dans le public concerne l'acronyme de RSE. Il est déchiffré par une autre personne dans la salle qu'on n'entend pas, mais RSE, ça signifie responsabilité sociétale des entreprises. Voilà, c'est un terme qui est né très récemment. Et j'ai envie de dire heureusement que c'est né, parce que malheureusement la vie dans l'entreprise c'est 80% de ton temps et si tu vis pas bien en entreprise c'est un petit peu dommage aussi, mais ça concerne vraiment tout ce qui est interne et aussi externe, c'est-à-dire par exemple dans le milieu de la mode ça peut être ta consommation de tissus. Si par exemple il te reste plein de stock à la fin d'une collection, c'est pas très cool. Donc c'est permettre de mettre des règles justement autour de ces normes-là. C'est aussi par rapport au transport. Donc si tu transportes tes tissus par avion ou tu importes des tissus qui viennent de très très loin, c'est pas très bien vu. Donc en fait chaque année maintenant dans des grosses entreprises t'as un responsable qui fait en sorte que justement il y a une vraie évolution en termes environnementaux, mais ça peut être aussi permettre aux employés d'une entreprise de se rencontrer, de bien s'entendre, de travailler dans un milieu inclusif et non pas si hiérarchique que ça. Parfois c'est un pêle-mêle de tout, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à tirer là-dedans. Ouais, et puis ça permet aussi à des personnes qui se posent pas forcément des questions de se les poser et en tout cas d'amener des sujets sur la table. Ensuite, quelqu'un demande combien de personnes travaillent avec Kim chez About a Worker. Alors, donc en interne, on est 4. Donc il y a Paul, mon associé, il y a Lucrèce qui est juste ici, qui est en train de me filmer et qui est en communication. Il y a Alain qui est modéliste. Et ensuite, on travaille avec beaucoup de freelances, donc qui sont soit des personnes avec des couturiers avec qui on a travaillé sur différents projets, soit des étudiants avec qui, parce qu'on travaille avec beaucoup d'écoles aussi, on donne quelques classes. Et donc, c'est vrai que quand on repère des bons étudiants, souvent on leur demande de nous aider sur certaines missions. Des anciens stagiaires qu'on paye et qu'on rémunère. Et ensuite, c'est vrai que ça fait un joli réseau qu'on s'est construit année après année, quoi. Donc, c'est quand même vachement chouette. Et par exemple, ces freelances, ils nous aident beaucoup pour toutes les parties ateliers, upcycling. Par exemple, récemment, on était invité par American Vintage à organiser un atelier au festival de hier de récupération de jeans pour en faire des bananes et des beuves. En fait, on a fait venir une équipe de 4 freelances qui sont tous des étudiants on les paye en tant que freelance en tout cas, donc c'est quand même assez chouette. Après, quelqu'un demande comment ça se passe pour trouver des projets. Est-ce que Kim démarche des entreprises ou est-ce qu'elle se fait elle-même démarcher ? Au départ, c'était nous, surtout. Aujourd'hui, c'est encore nous. Mais c'est vrai qu'on se fait démarcher de plus en plus. C'est-à-dire, parfois, on a des périodes de prospection où on prospecte
pas parce que justement il y a quand même certains retours et des gens qui nous appellent et pour qu'on fasse des projets. Et en fait, ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, on est appelé à la fois par des gens du monde de l'art, des gens du monde de la mode, des gens plutôt dans le social. Et donc, ça nous fait vraiment un panel assez divers et diversifié de différents types d'entreprises, de personnes, d'institutions. Là, étrangement, on commence de plus en plus à se faire appeler par des architectes. Donc, c'est assez cool. Et par exemple, en ce moment, on a été appelé par une école d'architecture à Lille. Ils nous ont demandé de les aider à rénover des maisons minières dans une petite ville qui s'appelle Arnes, où on travaille à la fois avec les étudiants et les habitants pour imaginer des parois hygrothermiques et textiles. Donc c'est un autre projet ultra pratico-pratique qui est pas très esthétique pour l'instant, mais qui est super parce que c'est une quadruple collaboration, on va dire. Donc, Et là, par exemple, tout à l'heure, tu as parlé des Jeux Olympiques. Vous avez répondu à un appel à projet. Alors, on a répondu à un appel à projet qui a été lancé par la mairie de Paris. Et on l'a remporté. Bravo. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Moi, j'en ai une autre. Donc là, dans les workshops que vous avez pu faire avec des ouvriers et ouvrières, vous avez travaillé avec donc des personnes qui remplissent des bouteilles d'alcool, je sais pas le nom du métier. Technicien en mise en bouteille. Ouais. Je crois que c'est ça. Donc des techniciens et techniciennes en mise en bouteille, des aides-soignants et aides-soignantes. À la Redoute, il y avait différents postes. Alors, c'était surtout des techniciens qui travaillaient dans le centre logistique, ensuite des modélistes, et puis il y avait surtout la directrice artistique, Sylvia Chopers, qui était présente. Donc, c'est la directrice des collaborations, entre designers et la Redoute. Elle invite différents designers à créer des collections capsules. Et en fait, c'était trop chouette parce que c'était une manière de faire collaborer différents types de workers d'un certain côté. Et vous avez travaillé aussi avec une usine en Chine ? Ouais, on a travaillé avec des licenciés d'une usine en Chine. On a été invité à participer à la Biennale d'urbanisme et d'architecture à Shenzhen. Et c'était juste avant le Covid, c'était en 2019, genre décembre 2019. Donc c'était à la limite du Covid, quoi. Et en fait, pendant 10 jours, on est resté dans un village ouvrier près de Shenzhen qui s'appelle Bao'an. Et on a collaboré avec 6 licenciés d'un sweatshop qui travaillaient depuis chez elles pour différentes usines, mais qui avaient été licenciés aussi. Et là, on s'est retrouvés avec des réalités vraiment autre, mais aussi dont on ne s'attendait pas. Et je pense que c'est vrai que c'est justement en confrontant les personnes de ces milieux qu'on se rend compte de la vraie réalité derrière leur travail. En fait, là la problématique, c'était même pas une histoire d'usine, c'était une histoire de survie aussi dans un monde qui est en train dans une ville qui est en train d'être totalement gentrifiée. C'est-à-dire que l'exposition se passait dans leur village à Bao'an, qui était à 15 minutes de Shenzhen. Mais après l'exposition, le village allait être complètement rasé. Donc elles savaient pas où aller. Et c'est des femmes qui sont venues de très loin pour travailler dans ces usines et qui sont un peu les victimes de la gentrification d'aujourd'hui, quoi. Donc on se retrouve avec des réalités qui sont totalement autres qu'ailleurs, en fait. Et vous avez des nouvelles d'elles maintenant ? Eh ben, on en a un petit peu. Mais elles sont plus à Bao'an et elles sont un peu éparpillées partout. Il y en a certaines qui sont retournées dans leur campagne. Donc c'est aussi, en fait, au-delà des problèmes monétaires, c'est aussi, je pense, un problème de frustration de devoir retourner dans sa famille, de devoir retourner à la ferme, parce que malheureusement aussi le monde du textile et le fait de travailler dans une usine, étrangement pour beaucoup, en tout cas en Asie, c'est une manière de s'ouvrir à autre chose et un autre monde. Et c'est ça qui est malheureux, c'est qu'on se rend compte qu'il y a autant d'ouvriers qui travaillent dans les secteurs textiles en Asie parce que c'est l'un des seuls travails qu'une femme peut faire aussi, quoi. Ma question, c'était de savoir avec quel autre métier t'aimerais faire un atelier ? Mais absolument tous. Moi, j'aimerais beaucoup travailler avec des livreurs.
Ça serait trop bien, parce que je pense que c'est vraiment les workers à valoriser aujourd'hui, justement, que ça soit autant des livreurs Amazon que des livreurs Uber. Il y a un vrai souci, je pense, dans notre manière de nous faire livrer nos produits, et ça serait quand même chouette de pouvoir les interroger, et notamment sur leur confort, parce que est-ce qu'ils travaillent de manière confortable au travail ? Je pense pas trop. Avec des ouvriers de chantier, ça serait génial aussi. Si on pouvait imaginer des architectures ensemble, ça serait top. Des éboueurs, ça pourrait être chouette. Aussi des gens de la RATP, de la SNCF, ça pourrait être très cool aussi. Ouais, puis tout ça, c'est des métiers aussi images, en fait, où l'uniforme, enfin, on voit la personne, on voit son uniforme, on sait ce qu'elle fait comme métier, quoi. Donc, ok. Ensuite, quelqu'un demande si, mis à part l'upcycling, About a Worker avait trouvé d'autres solutions pour recréer de l'individualisme dans les procédés de fabrication des uniformes. Je pense que c'est aussi une question de forme. Ce que j'ai pas du tout expliqué d'ailleurs pendant le podcast, c'est qu'en fait, moi quand je travaille avec un groupe de personnes, je crée une initiation au design avec plein de petits exercices. Je leur demande de dessiner, je leur demande de prendre des photos parfois pour créer des moodboards aussi. Je leur demande d'imaginer des textures. En fait, tout dépend de leur métier aussi. Donc je pense que l'upcycling, c'est juste une petite partie de justement la customisation, mais que en fait, comme pour un designer, il y a toute une partie du processus de création qui est très importante. Je vous invite à en fait regarder notre site internet, parce qu'on explique toutes les initiations projet par projet aussi, et c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé. C'est vrai. Mais justement, dans le projet de banane dont on parlait tout à l'heure, moi ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que on voit, donc pareil pour le projet avec Martel, mais pour les bananes, c'est hyper clair, où on voit, il y a des photos en fait de tout ce que les personnes ont dans leur poche quand elles travaillent. Exactement. Et ensuite, on voit les formes des poches futures qu'il y a sur les bananes, qui correspondent au nombre de stylos moyens que les gens ont dans leur poche, plein de choses comme ça. Ouais, c'est ça en fait. Par exemple, typiquement pour les bananes, c'est peut-être l'un des projets les plus pratiques qu'on ait fait. On savait que l'upcycling et les couleurs des blouses seraient amenées à être le petit objet un peu la petite touche un peu décorative, mais c'est vrai que la praticité de la banane a été définie par les utilisatrices en question. La dernière question concerne la durée et le nombre de personnes présentes lors d'un atelier. Tout dépend des projets. Par exemple, pour les pads, elles étaient une dizaine, quinzaine même, j'ai envie de dire. Et il y avait que Paul et moi. Donc en fait aussi on crée nos initiations selon le nombre de personnes de About a Worker qu'on a sur place. Mais par exemple là on a organisé récemment un atelier à la collection Pinot qui avait lieu lors d'Halloween, et c'était un atelier pour enfants. On a demandé aux enfants de créer leur propre poncho. Il y a plus de 500 enfants qui ont participé. Là on était une grosse équipe par contre, parce que c'était 3 jours de workshop. Donc il y avait à la fois 3 personnes de About a Worker en interne, plus des personnes d'un ESAT, donc d'un chantier d'insertion, qui nous aidaient justement à faciliter l'atelier. Et ouais, c'était d'autres conditions. Et donc, tout dépend aussi d'une manière pratique, même du budget qu'on a sur place, bien sûr. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci beaucoup. Et merci tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. C'était le dernier de la saison 1. D'ici l'arrivée de la saison 2, continuez de faire parler de leur vestiaire. Partagez-le, abonnez-vous et notez-le sur votre plateforme d'écoute. Ce podcast est écrit et réalisé par Coraline Chancibaud, mixé et mis en musique par Étienne Lemierre et illustré par Julie Lagarde.